Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Golf, la 103e édition de l'Open de France s'est achevée ce dimanche 20 octobre sur les greens de Saint-Quentin en Yvelines. Le tournoi a été remporté par le Belge Nicolas Colsertz. Les Français terminent dans le top 20. Nous vous proposerons de revivre ces 4 jours de compétition. Cyclisme, la présentation du parcours officiel du Tour de France 2020 était organisée ce mardi 15 octobre. Le peloton s'élancera une nouvelle fois depuis les Yvelines pour rejoindre les Champs-Élysées. Cette année, Mantes-la-Jolie a été retenu comme ville départ. Les détails dans quelques instants. Handball, coup de projecteur sur la victoire de Plaisir en National 3 contre Boigny. Une victoire qui permet à l'équipe de remonter au classement. Le résumé dans ce magazine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On part tout de suite du côté du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. La 103e édition de l'Open de France s'est achevée ce dimanche sur les greens de l'Albatros avec la victoire du Belge Nicolas Colsertz. Les Français terminent, eux, dans le top 20. Nous vous proposons de revivre ces 4 jours de compétition. Regardez Romain Ruspini pour le montage. La 103e édition de l'Open de France de golf débute ce jeudi 17 octobre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Petite particularité cette année, les Français font partie des favoris. Nous les avons entendus en conférence de presse. Mon objectif cette semaine, forcément, de performer au mieux, d'essayer de le prendre comme n'importe quelle semaine, même si forcément c'est difficile étant en France. Et voilà, après essayer de me concentrer sur le jeu, je connais le parcours, ce qui est un avantage. Déjà, c'est de faire un bon Open de France en général. Le parcours est très différent des autres années, il va être plus abordable, les conditions vont être plus compliquées, donc ça va être un mix de... Je vais essayer de rester focalisé sur les choses que je contrôle, que je maîtrise. Après, voilà, je suis dans une bonne dynamique. À mes côtés, Thomas Levé qui a gagné le tournoi, cet Open de France. Vous êtes le dernier Français, est-ce qu'un Français va vous succéder ? C'est ce que j'espère, c'est ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux. J'espère que cette année, quelqu'un va me faire passer ancien vainqueur, dernier Français de l'Open de France. Ça vous ferait plaisir ? Ah oui, beaucoup de plaisir. Et puis surtout, il y a beaucoup de jeunes qui se battent pour gagner des tournois comme ça, sur les tournois internationaux. Il y a de très très jeunes, même des amateurs qui jouent le tournoi cette semaine. Et pour eux, c'est beaucoup d'expérience de profiter de cet Open de France qui a un petit peu descendu en classement dans l'ordre des tournois du circuit européen. Mais ça permet justement aux jeunes générations de jouer le tournoi et c'est vraiment le point positif de cet Open. Paul Hermitage, le directeur du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, est à mes côtés. Bonjour. Paul, comment ça se passe cette première journée de compétition ? Très 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 bien en fait. On n'a pas eu une goutte de pluie, ce qui est formidable. Le parcours, les joueurs ont plébiscité hier et avant-hier dans les interviews, donc on est content, ça c'est notre objectif, ça c'est notre rôle, c'est de produire un parcours à la hauteur de l'événement. Et puis là, on est à mi-journée, à peu près un petit peu plus de la mi-journée, et puis les Français jouent bien. Au niveau des installations, est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, très. Parce que le sponsor a changé, je le rappelle. H&A était le sponsor principal l'année précédente. Cette année, c'est Amundi qui a repris le relais. Est-ce que vous êtes satisfait ? Oui. C'est différent parce qu'on n'est pas du tout à notre date depuis 15 ans. On a l'habitude d'avoir le dernier week-end de juin au premier week-end de juillet. Et là, on est mi-octobre. Donc, ça nous change au niveau de la physionomie un peu, au niveau des vêtements, par exemple. Mais franchement, il y a de quoi amuser et occuper le public qui vient. Vous attendez combien de personnes sur cet événement ? Alors là, je peux pas vraiment vous dire des chiffres. C'est vrai que ce matin, il y avait des gens devant la porte, on va dire, à 8h du matin. On a des indicateurs qui sont extrêmement bons pour le week-end. Ce qu'il nous faut vendredi soir, c'est un Français en tête. Nous allons justement rencontrer les spectateurs qui sont présents ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. On est venu supporter un peu les Français, on aime bien venir au Golf National généralement tous les ans, on est venu aussi pendant la Ryder Cup. Donc moi je suis golfeur depuis 20 ans, donc on aime bien venir supporter les équipes et voir le golf. C'est toujours un plaisir. C'est l'occasion aussi de voir des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir ou pouvoir approcher d'aussi près dans d'aussi bonnes conditions. Et notamment les Français. Notamment les Français. On essaie de venir tous les ans parce que c'est quand même l'événement
l'événement golf en France de l'année. Donc c'est sûr que c'est toujours sympathique à voir. À l'issue de cette première journée de l'Open de France, le Sud-Africain Coetzee et le Néo-Zélandais Ryan Fox sont premiers avec un coup d'avance. Le premier Français Benjamin Hébert est dans le top 10 à un coup des leaders. Je suis content, je fais une bonne journée aujourd'hui, c'est un parcours qui est difficile, on le sait. Je suis content parce que j'ai travaillé mon putting en début de semaine. J'ai eu un petit moment d'entraînement avec un expert du putting qui s'appelle David Orr et ça a vraiment bien marché. On a changé un petit peu mon putter aussi avec Alex Dinko, mon fitter, et ça a bien fonctionné, donc je suis vraiment content. Vendredi 18 octobre, c'est reparti pour une nouvelle journée de compétition. Les températures avoisinent les 15 degrés, mais la principale difficulté aujourd'hui sera le vent avec des rafales à près de 50 km/h. Les spectateurs sont venus couverts. Surtout un bonnet, une écharpe et puis un coupe-vent, voilà, c'est ça principalement. Et puis de temps en temps se mettre à l'abri, se protéger. Pourvu qu'on n'ait pas d'eau, c'est l'essentiel. Sur les greens, Benjamin Hébert, le Français, termine sa journée à la 5e place. Nicolas Colsaerts et Georges Coetzee ont pris la tête de l'Amundi Open de France avant le week-end. Super content parce qu'au début c'était vraiment pas facile, ça soufflait fort, voilà, c'est un parcours compliqué à jouer, donc quand les conditions sont pas faciles, ça vraiment rend tout beaucoup plus dur. Dernier jour de compétition de cette Open de France 2019 ce dimanche 20 octobre. Nicolas Colsaerts dispose de 3 coups d'avance avant d'aborder le dernier tour. Le golfeur reste le favori du public. C'est un franco-belge, c'est peut-être Nico Colsaerts. On verra, il a du mal. Mais tout le monde a du mal aujourd'hui. Des pronostics qui se sont avérés justes. Nicolas Colsaerts remporte au trou numéro 18 cette édition 2019, son premier titre depuis 7 ans. Le golfeur termine 12 coups sous le par avec un coup d'avance. C'est sympa de faire ça chez vous. En conférence de presse, le franco-belge de 36 ans vit ce moment avec sa famille via son téléphone. Hey Doudou, viens faire quelque chose. Ouais. C'est énormément de joie. Voilà, moi ça fait 18 ans que je suis pro, j'ai gagné 2 fois, j'aurais dû gagner plus souvent. Comme je l'ai déjà dit souvent, le fait de gagner chez vous c'est génial. J'ai toujours eu un peu l'impression de faire partie du paysage golfique français. De leur côté, les Français n'ont une fois de plus pas réussi à dompter ce parcours de l'Albatros. Les chefs de file de la délégation française Victor Pérez et Benjamin Hébert terminent 16e. C'est un parcours que je connais bien, qui me résiste souvent. Donc cette année, je suis content parce que j'ai quand même réussi à faire une bonne semaine. On les attend évidemment toujours encore plus haut dans le leaderboard, mais indéniablement c'est une bonne année pour le golf français sur le European Tour avec Victor Pérez qui est à la tête là, du camp français actuellement, talonné par Benjamin Hébert. On n'oublie pas également les jeunes pousses comme Romain Langasque ou encore Michael Lorenzo Vera. 703e édition de l'Open de France de golf s'achève ici sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Rendez-vous l'année prochaine du 2 au 5 juillet à 2020. L'Open de France qui pourrait quitter les Yvelines en 2020 pour le sud de la France. L'information n'est pas encore officielle, mais la rumeur enfle depuis plusieurs jours. Du 2 au 5 juillet, les meilleurs golfeurs français pourraient se retrouver non pas sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais à Terre-Blanche, un golf de haut niveau situé dans la campagne varoise près de Cannes. Objectif, redonner un nouvel élan à ce tournoi pendant une ou plusieurs éditions. Ce changement pourrait être officié dans les prochains jours. On écoute les différentes réactions du monde golfique présent sur le dernier Open de France. Le déménagement de l'Open de France, on en parle actuellement, mais alors il faudra faire attention au niveau des promoteurs parce qu'on sait très bien qu'un Open qui sort de Paris est un Open qui est en danger parce que le nombre de spectateurs diminue énormément. Donc il faudra regarder les chiffres et y faire vraiment attention parce qu'il faut savoir que l'organisation d'un tournoi comme ça, c'est vraiment pas donné. On a la chance de pouvoir jouer sur un des meilleurs parcours au monde, encore une fois, que tout le monde connaît aussi à la télé. C'est-à-dire que si demain on a une super dotation, les gens qui vont regarder ce tournoi à la télé, que ce soit les Américains ou les Européens, vont connaître par rapport à la Ryder Cup. On va maintenant parler de cyclisme sur route. La présentation du parcours officiel du Tour de France 2020 était organisée ce mardi. Le peloton s'élancera une nouvelle fois depuis les Yvelines pour rejoindre les Champs-Élysées. Pour décrypter cette nouvelle, Grégory Canalé nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors, quelle ville a été retenue pour organiser
ce départ de Tour de On laisse France. tout de suite le suspense. C'est On lève le suspense. Mantes-la-Jolie. Après Houille en 2018 et puis Rambouillet en 2019, les Yvelines vont accueillir pour la 3e année consécutive la Grande Boucle. Cette année, c'est la ville du nord du département qui a donc été retenue pour recevoir l'événement. Ce sera le 19 juillet prochain. Et la dernière fois que Mantes a vu passer ce Tour de France, c'était en 2014 lors de l'étape Amiens-Chartres. Écoutez à ce propos la réaction du directeur technique national de la Fédération française de cyclisme. Il y a une approche intéressante pour arriver jusque dans Paris, mais Mantes-la-Jolie, on se souvient du championnat de France en 2018, qui a été une belle réussite avec un joli parcours qui avait fait la sélection. Voilà, moi je suis très heureux de ce choix de Mantes-la-Jolie. Est-ce que c'est une surprise, Grégory ? Non, pas vraiment. Souvenez-vous, le département des Yvelines et le groupe ASO, organisateur du Tour de France, avaient signé en mars 2019 une convention pour accueillir les dernières étapes de la Grande Boucle, et ce jusqu'en 2023. Seule la ville de départ changera chaque année. Il faut se souvenir que 2024 sera l'année des Jeux Olympiques et que le département accueillera le vélo. Mais au-delà de ça, le vélo dans les Yvelines, c'est un vélo partage, c'est un vélo pour visiter, c'est aussi un vélo santé, c'est un vélo pour tous, puisque le département a 850 km de voies cyclables. Cette année, près de 20 000 coureurs sont venus à Rambouillet pour voir le Tour de France et la victoire du Colombien Egan Bernal. Mantes-la-Jolie espère faire bien, voire mieux. Merci Grégory pour toutes ces précisions. Focus maintenant sur les championnats d'Europe sur piste. La compétition s'est déroulée la semaine dernière à Apeldoorn aux Pays-Bas. Les pistards français qui s'entraînent quotidiennement au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines ont réussi à ramener 8 médailles dans leur valise, dont 5 en or. Mention spéciale à la pistarde de 20 ans Mathilde Gros, elle remporte l'or sur le Keirin. Mention spéciale également à Quentin Lafargue du VCE Sky qui remporte l'or sur le kilomètre. Pour rappel, cette épreuve comptera dans le processus de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. On continue à parler de cyclisme sur piste. Masters, cette fois, il l'a fait. Yann Dujarier a remporté son premier titre de champion du monde Masters la semaine dernière à Manchester. Pour nous parler de ce titre, nous recevons Yann Dujarier sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Mickaël. Tout simplement, votre première réaction suite à cette victoire? Satisfait simplement parce que voilà, ça fait plusieurs années que je participe au championnat master. J'avais souvent j'ai fait 2 médailles d'argent déjà, donc voilà, là maintenant c'est le titre et c'est l'aboutissement d'une grosse année de préparation. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année? Qu'est-ce qui a fait la différence? J'étais plus fort que les années précédentes. Meilleur chrono en 2017 c'était 10,713 et là j'ai fait 10,496. Voilà, c'est une amélioration de mes performances et puis donc du coup les adversaires n'étaient pas suffisamment forts pour pouvoir me passer, quoi. Voilà. La catégorie Masters, c'est quoi exactement? Expliquez-nous. Ce sont des coureurs qui ne connaissent absolument pas le cyclisme. Ce sont des pratiquants du cyclisme qui ont plus de 35 ans et qui ne font pas partie des équipes nationales. Alors, au-delà de 35 ans, à très haut niveau sur piste, il y en a pas. Le seul coureur qui a eu un titre olympique, c'est Chris Hoy, et de mémoire, il avait 35 ou 36 ans. Voilà. Donc moi, je suis en catégorie Master 3. J'ai 43 ans. Donc voilà, on est sur nos années vieillissantes, mais bon, avec des belles préparations, avec des bons entraînements et des objectifs bien ciblés, on arrive encore à améliorer les performances, puisque voilà, sur les 2 dernières années, j'ai encore gagné 3 dixièmes sur le 200 mètres lancé, sur la qualification. Justement, votre entraînement, il était comment? Plus dur que les autres années ou pas du tout? Ça fait quand même longtemps que je m'entraîne. J'ai jamais l'impression que c'est très très dur. Maintenant, voilà, cette année j'ai passé presque 6 mois de l'année avec des courbatures presque tout le temps, de janvier jusqu'au mois de mai, jusqu'au championnat de France. Voilà, les championnats de France avaient lieu mi-juin et donc jusqu'à fin mai, ça a été 5 mois de courbatures toutes les semaines. Donc oui, bien sûr que c'est dur, mais les
si je vais reprendre la phrase d'un grand champion de roller que je connais bien et qui dit les quelques secondes passées sur un podium font oublier toutes les heures de souffrance à l'entraînement. Donc voilà, ouais, bien sûr que c'est de la difficulté, bien sûr que mais ça reste du plaisir. Personne me force à aller à l'entraînement, personne m'oblige à me faire mal et puis voilà, à briser les fibres musculaires pour pouvoir obtenir le meilleur d'elles. Mais voilà, oui, je le fais toujours par plaisir. Alors, vous avez remporté 2 médailles et ce beau maillot que vous avez justement. Oui. Expliquez-nous, ce maillot, vous allez le porter pendant 2 ans, c'est ça? Non, pendant un an. Pendant un an, malheureusement. Vous allez le garder dans votre placard. C'est le maillot de champion d'Europe que je garde depuis maintenant 3 ans parce que voilà, tant que la compétition n'est pas reconduite, eh bien, je suis toujours champion d'Europe. Mais le maillot de champion de France, champion du monde, voilà, je suis champion du monde jusqu'à l'année prochaine. Et donc, je vais pouvoir courir sur les épreuves de vitesse et les épreuves de vitesse par équipe avec ce très beau maillot. Et puis, je le porterai aussi de temps en temps à l'entraînement. Dernière question, vous avez remporté 2 titres, individuels et par équipe. Ouais. Quel est votre plus beau titre, selon vous? Le premier, l'individuel, bien sûr que c'est vrai que j'étais seul sur le podium. C'est 2 saveurs complètement différentes parce que je peux pas nier que ce titre avec Sébastien et Arnaud, c'est pareil, ça fait quand même quelques années qu'on fait. Coéquipiers à Vélizy, mes coéquipiers, voilà, c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'on fait la vitesse ensemble et puis on a été 2 fois deuxième, une fois à Manchester et une fois à Los Angeles, et là c'est pareil. On arrive à gagner et on gagne avec seulement 4 centièmes. Donc c'est vrai que ça a été un beau titre parce qu'il était avec une grosse adversité. Les Anglais étaient vraiment très très forts. Merci Yann Dujarion, on continuera évidemment à vous suivre. Je rappelle que vous êtes également chroniqueur de l'émission Si on parlait sport. On vous retrouvera mercredi prochain pour une nouvelle émission. On espère vous voir en très grande forme. On continue par du football. Les Invincibles de Versailles sont tombés ce week-end sur le terrain de Saint-Leu. Après 20 matchs sans défaite sur 2 saisons, les joueurs de la Cité Royale ont perdu sur la plus petite des marges 1-0. Au classement, les Versaillais sont toujours premiers avec 18 points en 7 matchs. Ils pourront se rattraper le week-end du 2 novembre à domicile contre Noisy-le-Grand. Du football encore avec le championnat de R2. On jouait ce week-end la 5e journée. Trappes s'est incliné pour la 4e fois en 5 matchs cette saison. L'équipe coachée par Ludovic Gauthier a perdu sur son terrain face à Val d'Europe 1-0. Au classement, les Trappistes sont 11e sur 12 équipes engagées cette saison. L'objectif du club, le maintien, est pour l'instant compromis. Du rugby à présent avec le championnat de Fédéral 2. Les Plaisirois ont logiquement perdu ce week-end contre l'une des plus grosses équipes de la poule Beauvais. Ils ont lourdement chuté sur le score de 53-12 sur leur terrain. Un match à sens unique qui n'arrange pas les Yvelinois qui se retrouvent à la 9e place du classement avec 8 points engrangés depuis le début de la saison. On ouvre une page handball à présent. Plaisir à enregistrer ce week-end sa 2e victoire de la saison contre Boigny dans un match accroché jusqu'à la dernière minute. Cette victoire à domicile leur permet de remonter au classement de National 3. Le résumé du match, des images de Marilène Yapichino, un montage de Jules Grenouville. Un choc dans la lutte pour le maintien. Plaisir recevait l'équipe de Boigny à l'occasion de la 4e journée de National 3. 2 équipes qui comptabilisaient seulement une victoire depuis le début de la saison. Après une première période équilibrée, les 2 formations regagnent les vestiaires au coude à coude. 14-13 pour les visiteurs à la mi-temps. Première mi-temps, défensivement, on n'était pas vraiment en place. On n'a pas récupéré assez de ballons pour pouvoir monter les ballons rapidement. Et en attaque placée, c'était un peu stérile au niveau du mouvement. On n'arrivait pas à trouver les bonnes courses extérieures, on jouait beaucoup central. En deuxième période, les Plaisirois reviennent avec de meilleures intentions et creusent l'écart. Le tableau d'affichage indique un +5 en faveur du club local après 11 minutes de jeu. Mais Plaisir se fait peur et l'emporte finalement d'un petit but 25-24. Il va falloir réitérer ce genre de performance parce que je pense que ça ne va pas nous sourire à chaque fois si on joue comme ça. Mais bon, je pense que là, on a passé une semaine d'entraînement qui était qui n'était pas au niveau d'une équipe de National 3. Et ça se voit sur le terrain. Donc je leur ai dit, j'envoie un petit message au passage. Il va falloir qu'on se remette vite au boulot parce que les grosses équipes arrivent et on en a besoin de points. Après cette deuxième victoire en 2 matchs, Plaisir grimpe au classement. Les Plaisirois sont dans le ventre mou à la 7e place. L'objectif pour la saison, c'est d'engranger le plus de matchs. L'année dernière, on est sauvé sur un changement de règlement. Donc là, c'est de gagner le plus de matchs pour se redonner en confiance et puis d'être le plus haut possible, quoi. Après, voilà, là, on a équilibré le bilan, 2 victoires, 2 défaites. On va faire en sorte que le bilan il soit positif. Prochain match pour le Plaisir Handball Club le samedi 2 novembre sur le terrain de Mussy-Pontin, une autre équipe qui devrait jouer le maintien cette saison.
On continue à parler de handball. Coup de projecteur sur les féminines de Montigny-le-Bretonneux. L'équipe est actuellement première de son championnat de National 2 avec 4 victoires en 4 matchs disputés. Pour nous parler de cet excellent début de saison, nous recevons sur ce plateau le président Christophe Reding, ainsi que les joueuses Nina Jericec et Anna Reding. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous vous attendiez à un début de saison canon comme celui-là, Christophe Reding? Alors, c'est avec plaisir qu'on l'accueille, en tout cas, ça c'est la première des choses. On s'y prépare, en tout cas on s'y est préparé déjà depuis le mois de mai l'année dernière sur notre recrutement et sur en fait la préparation, plus la cohésion avec l'intégration de nouvelles joueuses qui avaient déjà un niveau national 1. Maintenant, voilà, le résultat est au rapport du travail qui a été apporté en amont. Nina, vous validez? Oui, bien sûr. Le début... Beaucoup de travail à l'intersaison. C'est ça. On a commencé la préparation mi-août et on était bien présents. On a fait des efforts pour se préparer vraiment bien physiquement. Et je pense que ça joue qu'on a bien commencé ce début de saison. Et pour mon opinion, c'est très positif et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors ce week-end, vous avez validé votre 4e victoire face à Dreux sur le score de 26-22. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Anna? Est-ce que ça allait dans la continuité des autres matchs que vous avez disputés cette saison? Pas réellement, ça n'a pas été un match à la... Pas si simple. Pas si simple, non, on a été un peu surprise par un certain relâchement, puisqu'elles avaient perdu leurs 3 matchs, sachant qu'on en avait gagné 3. Je pense qu'on n'a pas pris le match de la bonne façon, mais malgré cela, en fait, on a réussi quand même à tenir jusqu'au bout et puis arracher en fait ces 3 points qui sont vraiment importants, surtout pour respecter nos objectifs. Nina, ce match-là, vous l'auriez peut-être perdu la saison dernière? Ça, c'est compliqué à dire. Vraiment, ça, je ne peux pas vous donner la réponse sur ça. Christophe Reding, qu'est-ce qui fonctionne plus que l'année dernière dans l'équipe? Est-ce que vous sentez l'équipe avec plus de cohésion? Peut-être il y a plus de cohésion dans son équipe? Il y a plus de cohésion. Il y a aussi des joueuses aujourd'hui qui ont une vraie plus-value au sein du groupe. On a également un entraîneur aujourd'hui qui a été recruté sur une équipe qui était sur un niveau national 1. Brahim Sadi. Oui, tout à fait. Qui a une approche peut-être un peu différente, qui est en fait très positive, très technique. Et en fait, dans l'idée, c'est d'amener du lien avec les joueuses. Et ce lien-là, en fait, c'est la positive attitude. Et derrière ça, les résultats sont là. Il y a changement de coach. Qu'est-ce que ça a changé, Anna, vous qui êtes au club depuis pas mal d'années? Brahim apporte une toute nouvelle dynamique qu'on n'avait pas forcément eu avec nos précédents entraîneurs. Puis il a également aussi apporté de nouvelles joueuses qui ont apporté leur propre talent et expérience de national. Donc c'est aussi un bon atout. C'est ce qui manquait aussi, je pense, c'est mon opinion, les années précédentes, c'est-à-dire de la fraîcheur. Et puis, il permet aussi qu'on garde une certaine rigueur pendant nos entraînements, tout en étant en fait sérieuse, concentrée, mais dans une bonne atmosphère en fait. Et je pense que c'est très important. Nina, vous êtes première en voie le classement, justement. Vous n'avez pas peur d'être trop attendue maintenant? Il n'y aura plus cet effet de surprise? Peut-être. Non, en fait, moi, je n'ai pas peur d'adversaires. Moi, la seule peur que j'ai, c'est des blessures qui peuvent nous empêcher de cette bonne dynamique qu'on a. C'est la seule peur que j'ai. Sinon, je suis persuadée qu'on peut gagner tout le monde dans cette division. Président, est-ce que vous pouvez monter cette année en National 1? Alors, Michael, par rapport à cette question, je vais être très prudent. Oui, on peut monter, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de bien se préparer, c'est aussi de respecter nos adversaires, et chaque objectif est donné chaque semaine, c'est-à-dire c'est le match suivant. Et au regard de ça, à la fin de l'année, on comptera des points. Pourquoi je dis ça? Je reste très prudent pour plusieurs choses. Mais la première, c'est qu'on est déjà dans une poule qui est très homogène. Ici, Paris était premier sur les 3 premiers matchs. Et en fait, aujourd'hui, au classement, ils sont bien redescendus. C'est-à-dire qu'en fait, là, au moins 8 équipes sur 12, aujourd'hui, peuvent gagner ce championnat. Donc, par rapport à ça, il ne faut surtout rien, vendre avant la fin du championnat. Tout peut se jouer à chaque week-end.
Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On continuera évidemment à vous suivre tout au long de la saison sur TV78. La 10e édition du Trail des 7 hameaux s'est déroulée ce dimanche 20 octobre. Un départ donné depuis Manille-les-Hameaux à 8h30 précise. Des conditions climatiques compliquées pour les 500 participants avec un parcours de 35 km. Un reportage de Nicolas Dandry. L'imperméable, l'équipement de rigueur pour cette 10e édition du Trail des 7 hameaux ce dimanche 20 octobre. Sous la pluie et l'humidité de la forêt, les quelques 500 trailers ont pris le départ du 35 km autour de Manille-les-Hameaux. Il fait beau temps, les conditions vont être optimales, on n'aura pas trop chaud mais ça va être sympa. Comment vous allez gérer justement ? On va partir un peu tranquille et puis garder un petit peu de jus pour à partir du 20e kilomètre pour finir tranquille. J'ai mis le pantalon imperméable, la veste imperméable et puis on va prendre son temps et faire attention où on met les pieds parce que ça risque de glisser. C'est ce qu'on aime quand on fait du trail, je pense, c'est se lever tôt et puis courir dans la boue quoi. Donc bonne condition pour un trailer. Vu le parcours, je pense c'est 800 de dénivelé, donc c'est pas non plus énorme. Donc il faut partir assez fort, je pense, continuer assez fort et puis finir un peu fort. Le village de Manille-les-Hameaux, le site de Port-Royal des Champs, les trailers suivent un parcours à la lisière du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Il est assez technique, hein. On essaie d'utiliser au maximum les petits sentiers, d'éviter les traversées de route au maximum, donc le bitume. Donc il y a pas mal de singles bien cassants, des bonnes descentes, des bonnes montées. Faut relancer, il est pas facile. Hein. Le rendez-vous est pris en 2020 pour une 11e édition du Trail des 7 hameaux. On va terminer par de la voile et plus précisément la Transat Jacques Vabre. Un rambolitain Louis Burton va participer à cette course au large qui va relier Le Havre au Brésil. Le navigateur sera en duo avec l'un de ses amis de toujours, Davy Baudard. Le départ sera donné ce dimanche depuis Le Havre. Louis Burton et son coéquipier devraient arriver à la mi-novembre au Brésil s'il n'y a pas de problème sur l'eau. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.